Thierry Santa, lors de votre discours au Congrès, vous avez eu un geste fort. Vous avez appelé à vos côtés le président du gouvernement. Alors après vos affrontements avec Calédonie Ensemble, pendant des mois, est-ce que c'est l'unité retrouvée? Il ne faut pas parler, je pense, d'unité retrouvée. Ce geste avait pour objectif de faire passer le message, de lancer un appel au président du gouvernement pour que l'apaisement que l'on ressentait le jour de mon élection se retrouve également au sein du gouvernement. Je pense que c'est nécessaire pour que la démarche qui est mise en œuvre aujourd'hui soit la plus efficace possible. Et vous pensez que les électeurs l'ont compris comme ça? Parce qu'ils ont vu quand même les tensions qui ont été vives entre vous. Hein. On se souvient de quelques épisodes, Brony Pernaut, etc. Et vous croyez c'est lisible pour eux? Je crois qu'aujourd'hui, certains sont effectivement sceptiques par rapport à ce qui se passe, et je le comprends, comme vous venez de le dire, vu les derniers mois, ce qui s'est passé pendant les derniers mois, on peut très bien comprendre ce scepticisme. Mais je crois qu'on n'a plus le temps d'être sceptique. Aujourd'hui, nous devons être dans l'action. Il s'est passé des choses très importantes lors du dernier comité des signataires extraordinaires du 5 juin dernier. Et il faut absolument que ce qui s'est passé là-bas se retrouve concrètement ici en Nouvelle-Calédonie. C'était votre idée de faire venir Philippe Germain? Effectivement, c'était mon idée et je trouve, vu les réactions que j'entends des uns et des autres, que c'est une initiative qui a été bien perçue. Alors entre Calédonie Ensemble et vous, il y a quand même des sujets de discorde, on va dire, sur certains dossiers sensibles ou pas? Alors, je voulais justement, ça me donne l'occasion de préciser qu'il n'y a pas d'alliance. J'ai entendu parler d'alliance parfois entre Calédonie Ensemble et les Républicains. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est simplement une vraie prise de conscience des responsables que nous sommes, que c'est la seule solution pour faire en sorte de se retrouver à l'issue de l'accord de Nouméa, puisqu'on est quand même dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa, et nous allons forcément nous pencher sur la manière de sortir de cet accord. Et la seule façon pour y arriver de la façon la plus efficace, c'est bien d'apaiser les choses et de faire en sorte que les mouvements non indépendantistes retrouvent une voie commune au moment de ces discussions. Alors justement, vous êtes le nouveau président du Congrès, un Congrès qui est dirigé par les loyalistes. Quelle est la place des indépendantistes dans tout ça? Alors, n'oublions pas que l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est constituée donc de 3 provinces. Aujourd'hui, vous avez 2 provinces, la province Nord et la province des Îles, qui sont dirigées par les indépendantistes, et c'est tout à fait normal, puisque la majorité de la population de ces provinces est indépendantiste. La province Sud, qui est dirigée par un non-indépendantiste, et ce qui me paraît moins normal, c'est que le Congrès, qui lui représente la totalité du pays, soit dirigé par un non-indépendantiste, puisque fondamentalement, les Calédoniens ne sont pas indépendantistes. Le gouvernement étant l'émanation du Congrès, c'est aussi tout à fait normal que le président du gouvernement soit également un membre non indépendantiste. Quelle est la dynamique que vous voulez donner à cette assemblée délibérante aujourd'hui? Quel rôle vous lui voyez, vous, en tant que président aujourd'hui? Ça se ressent dans le discours que j'ai prononcé. Je souhaite redonner au Congrès la place qui doit être la sienne, excusez-moi, en l'occurrence un espace de dialogue où chacun va pouvoir exprimer son opinion, ses convictions, et qu'à la suite de cette confrontation d'idées, je dis bien d'idées, on arrive à trouver un équilibre dans le positionnement des uns et des autres. C'est ce qui s'est passé au moment de la discussion sur le projet de loi modificatif de la loi organique. Il y a eu, je rappelle, 40 heures de discussion, tant en commission qu'en assemblée ensuite, qui ont abouti à l'avis unanime des partis non indépendantistes, qui a été transmis ensuite au gouvernement et qui a servi de base d'abord au comité des signataires qui s'est très bien passé en finale, et surtout aux modifications que le gouvernement a proposées tant au Sénat et à l'Assemblée nationale et qui ont permis un vote unanime quasiment dans ces 2 instances nationales. C'est ce genre de choses que je voudrais perpétuer et je vais m'efforcer de faire en sorte de créer les voies du dialogue qui vont permettre à nouveau de retrouver ce genre de situation. Est-ce que vous avez l'envie de donner à cette Assemblée sa place aussi dans des discussions sur l'avenir institutionnel, par exemple? Mais je pense que c'est fondamental. Alors, avant peut-être de travailler, ou en parallèle plutôt de ce travail que nous devons faire sur l'avenir institutionnel, il y a d'autres sujets fondamentaux sur lesquels il faut absolument que l'on se penche.
Et c'est bien le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui doit être acteur en la matière. Lesquels? Je parle des compétences de l'article 27, qui sont prévues dans la loi organique, qui sont des compétences optionnelles, mais il faudra bien qu'on en parle. C'est le Congrès qui décidera définitivement de demander ce transfert de compétences ou pas. Je parle des corps électoraux. C'est le Congrès qui donne un avis au gouvernement national sur une proposition de loi que le gouvernement a fait en matière de corps électoral référendaire. Mais on n'a pas tout réglé en la matière. Vous savez, il reste encore aujourd'hui des difficultés sur le corps électoral provincial. Elles ont été évoquées au dernier comité des signataires et elles doivent être évoquées au prochain comité des signataires ordinaire du mois de novembre. Novembre prochain. Et là encore, j'ai proposé clairement dans ma déclaration la constitution d'un groupe de travail pour préparer ce prochain comité des signataires. Et pour finir, je pense au schéma minier. C'est quelque chose qui a été évoqué il y a maintenant 5 ans, en 2010, au comité des signataires de 2010, la mise en place d'un comité stratégique minier sur la proposition de Pierre Frogier. Il a été mis en place. Il est constitué aujourd'hui uniquement des signataires et des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des présidents d'institutions. Ça me paraît tout à fait anormal. Il faut absolument que les groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie participent à ces discussions et, en final, se prononcent sur éventuellement un schéma minier de la Nouvelle-Calédonie, tel que c'est prévu dans l'accord de Nouméa, je le rappelle. Alors vous avez cité 2 fois le comité des signataires. On a l'impression qu'à ce comité des signataires extraordinaire, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a l'impression qu'il a tout transcendé. Tout transcender, faut pas... Beaucoup de choses. Il a effectivement créé quelque chose. Et je pense que ce qui s'est passé en définitive à l'occasion de ce comité des signataires, c'est une vraie prise de conscience des responsables politiques des différents partis. Je parle d'abord des partis donc non indépendantistes. Une prise de conscience que les uns et les autres n'arriveront pas tout seuls à préparer cette sortie de l'accord de Nouméa. Si on se retrouve en 2018 à être encore en train de se taper dans les pattes, excusez-moi l'expression, face à nos partenaires indépendantistes, adversaires, partenaires indépendantistes, mais également face à l'État, c'est la meilleure façon pour laisser la porte ouverte à une indépendance potentielle de notre Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien entendu ce que nous ne voulons pas, ni les uns ni les autres. Donc je pense qu'il y a eu cette vraie prise de conscience par les responsables politiques calédoniens, et en face, par les responsables politiques nationaux, de la vraie volonté des Calédoniens de rester dans la France et de surtout mettre en œuvre les voies du dialogue pour qu'avec nos partenaires adversaires indépendantistes, comme je le disais tout à l'heure, on trouve la meilleure solution qui prenne en considération cette volonté majoritaire des Calédoniens, mais également leur demande de reconnaissance, parce que je pense que c'est aussi beaucoup ce genre de choses dont il s'agit. Et donc, il faut trouver un nouvel accord qui soit l'équilibre de ces demandes réciproques. J'entends que vous dites que l'État, finalement, a son rôle d'acteur actif. C'est ce que vous dites? Complètement. L'État, pendant longtemps, on l'a dénoncé, vous l'avez entendu à plusieurs reprises de notre part. On considère que l'État n'a pas joué son rôle et est resté arbitre, comme il aimait à le dire. Et un arbitre, ça n'est pas actif, ça constate ce qui se passe sur un terrain, ça ne participe pas au match. Or là, l'État reprend son rôle, et c'est fondamental. C'est aussi ce qui s'est passé au dernier comité des signataires. Le Premier ministre lui-même, Manuel Valls, a décidé de prendre en main le dossier calédonien. Et ce faisant, on voit que les choses également avancent. Et prendre en main, ça ne veut pas dire être partial. L'État doit rester impartial dans la démarche, mais par contre, il doit tout faire pour créer l'organisation nécessaire pour retrouver les différentes personnes qui doivent se retrouver autour d'une table et discuter donc des sujets importants de la Nouvelle-Calédonie. Sur cette stratégie loyaliste, est-ce que vous pensez être imité en la matière par les indépendantistes? Est-ce que vous sentez des convergences qui peuvent arriver entre les 2 partis les plus importants au niveau indépendantiste? Je ne les sens pas aujourd'hui, mais je ne serais pas surpris que dans les mois qui viennent, une démarche similaire apparaisse de la part des indépendantistes, sachant en plus que leur histoire montre que dans les moments importants pour l'avenir, donc où la mise en œuvre de leur projet d'indépendance, ils arrivaient à se retrouver quasiment systématiquement. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète, et c'est, je pense même, quelque chose qui est nécessaire, encore une fois, pour pouvoir discuter de manière posée
et apaisé sur la sortie de l'accord de Nouméa, il est beaucoup plus simple d'en discuter à 3, je mets l'État dans les 3, plutôt qu'à 4 ou qu'à 5, et que dans les 4 ou 5, il y en a 2 qui font en sorte de dire le contraire de ce que dit l'autre. Donc c'est un peu cette démarche-là qui est en train de se mettre en place aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et je participe complètement, entièrement à cette démarche, et je ferai tout pour qu'elle aboutisse. Alors il y a un point fort dans votre discours, c'est celui sur la doctrine nickel. Vous avez demandé dans votre discours de la transparence à tous les opérateurs. Est-ce qu'ils vont accepter de jouer le jeu? Parce qu'on les connaît, c'est quand même des industriels. Ils sont parfois un peu velléitaires. C'est sûr, mais je crois que c'est nécessaire, cette transparence est nécessaire si on veut faire en sorte que chacun retire les fruits de son investissement. Une précision, transparence, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que les 3 opérateurs, mais quand je dis ça, je parle effectivement des 3 principaux opérateurs miniers de la Nouvelle-Calédonie, Vale, SLN et puis la SMSP, l'usine du Nord, mais je parle aussi des petits opérateurs, ils sont encore nombreux ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, et ce que je sais, et ce que tout le monde sait, c'est que la Nouvelle-Calédonie a une telle richesse naturelle en nickel qui est largement suffisante pour satisfaire les besoins de tous ces opérateurs. Or, on constate que chacun évolue dans son coin. Certains ont quelques difficultés à respecter leurs engagements, d'autres ont des difficultés à mettre en route régulièrement leur usine parce que n'ayant pas créé les liens suffisants avec les populations qui entourent l'usine. Alors que si on avait une démarche commune et une recherche commune de répartition de cette ressource entre les uns et les autres, ce qui est tout à fait possible, c'est tout à fait imaginable quand on connaît la nature des richesses dont on dispose et les techniques différentes qui sont utilisées par les uns et les autres, on peut très bien imaginer une répartition satisfaisante pour chacun d'entre eux. Et Thierry Santa, est-ce qu'on peut les contraindre à cela? Parce que, ils ont le pouvoir de l'emploi, le pouvoir de l'argent. Est-ce que vous pouvez les contraindre? Alors, ce ne sont pas des philanthropes, hein, on le sait bien. Il faut qu'ils en retirent un intérêt, les uns et les autres. Et je pense que cette démarche est tout à fait pertinente pour que chacun en retire un intérêt, sachant que mon objectif, en ce qui me concerne, reste toujours le même, et je pense que c'est le cas pour tous les hommes politiques de notre pays, c'est bien que cette richesse naturelle bénéficie avant tout aux Calédoniens, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de retombées économiques, que ce soit en termes de retombées financières. C'est le seul objectif que nous avons tous en tête. Maintenant, il faut faire en sorte que les opérateurs eux-mêmes également en retirent un certain profit. C'est quand même l'objet de leur travail. Mais peuvent-ils sortir de leur dogme économique et financier? Ils y seront peut-être obligés par la force des choses quand on connaît la situation actuelle du cours du nickel, quand on connaît la situation actuelle de certains opérateurs qui n'arrivent pas à se fournir comme c'est nécessaire. Je pense qu'il y aura peut-être une volonté plus affirmée de leur part d'avancer dans ce sens. J'ai d'ores et déjà eu un contact avec M. Guglielmo Mena de la SLN, également avec M. Beurier de Vale, qui m'ont contacté et m'ont proposé donc de me rencontrer la semaine prochaine, ce que je vais faire, bien entendu. Je vais prendre contact également avec les représentants de la SMSP la semaine prochaine. Donc j'entends que vous voulez créer des passerelles, hein. Le Congrès, c'est un lieu de délibération, mais aussi d'échange. Hein. Avec le gouvernement aussi, vous voulez pérenniser les choses? C'est l'objet de mon appel à la fin de mon discours de vendredi matin, et qui, je crois, a été entendu. Je prends contact avec Philippe Germain, pareil, la semaine prochaine, pour essayer d'évoquer avec lui un mode de fonctionnement différent, un peu plus concerté entre le gouvernement et le Congrès. Le gouvernement est chargé de préparer, vous le savez, hein, tous les textes qui sont présentés ensuite au Congrès, qui est l'organe délibératif qui décide. Et l'ordre du jour de ces textes, de ces séances du Congrès, doivent être, à mon sens, préparés d'un commun accord avec le président du gouvernement. Et ça suppose qu'au sein du gouvernement, la démarche collégiale qui se met en place au Congrès se retrouve également au sein du gouvernement. Et je pense que Philippe Germain, je l'espère en tout cas, a entendu mon appel. Je le saurai peut-être plus précisément la semaine prochaine. Alors, cela fait presque une semaine que vous êtes élu président du Congrès, Thierry Santa. Votre état d'esprit aujourd'hui, après une semaine d'élection, vous en mesurez, vous êtes très réaliste, vous êtes en état de grâce. Comment est-ce que votre état d'esprit? Alors, ça ne fait que 3 jours, Monsieur Rosada. Oui. Très sincèrement, non. Je ne peux pas dire que je suis dans un état de grâce. Au contraire, je ressens depuis mon élection et les messages que je reçois des uns et des autres
beaucoup d'espoir sur cette élection. Et en toute modestie, je vais essayer de satisfaire au mieux tous ces espoirs que je ressens. Et donc, quelque part, ça donne une responsabilité. En tout cas, chaque jour qui passe alourdit cette responsabilité. Mais bon, ça ne m'empêchera pas, bien au contraire, d'avancer comme il faut. Du réalisme, donc. Tout à fait. Thierry Santin, merci pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de l'invitation.